Donc, on va passer à la séance suivante, qui est la suivante sur les Passion Journée questionnaire de satisfaction. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Charles Taïeb. On a pris un petit peu de retard, mais on le rattrapera, ne serait-ce que sur la fin, la conclusion, qui n'a jamais beaucoup d'intérêt dans une réunion comme celle-là. Et donc, Charles, la parole est à toi, puis à Marie-Claude, que je vois et que je salue. Bonjour Marie-Claude. Puis à Marie-Claude et après à Jacques Walsh. Merci à vous. Merci, bonjour, merci Christine, merci Rebecca, parce que je pense que c'est peut-être le moment de le dire à mi-journée, l'organisation est parfaite et les présentations s'enchaînent de façon tout à fait agréable, et donc merci à vous deux. J'avais prévu que mes gens qui allaient me précéder allaient prendre du retard, donc on m'a demandé de faire 15 minutes, en réalité j'en ai fait 8, donc vous voyez, il y aura déjà 7 minutes de gagné. Donc, vraiment content de pouvoir vous présenter ces résultats. C'est le fruit d'un travail collectif à la fois des patients et des centres. Et évidemment, la satisfaction d'un patient et de sa famille est une priorité pour tout médecin dans le cadre de la prise en charge. Il est habituel d'entendre parler de satisfaction client, mais je pense qu'il est complètement légitime également de parler de satisfaction patient. Ce qu'il faut savoir, c'est que la satisfaction est une notion assez récente, elle date des années 70, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et concernant la définition de la satisfaction, il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur une définition unique. Donc, nous, on se rapproche et on adhère à la définition la plus fréquemment utilisée. Et dans cette définition, la satisfaction patient, en quelque sorte, puisque c'est ce sujet-là qui nous intéresse, est la résultante entre l'attente initiale ou les attentes initiales et la perception de la globalité de la prise en charge. On le voit, on reste quand même dans du subjectif. Les attentes du patient sont sans doute différentes d'un individu à l'autre. Il y en a, vous le savez bien, qui attendent beaucoup, et puis il y en a malheureusement, parce que c'est triste, qui n'attendent plus rien. Et de même, la perception de la prise en charge peut être différente d'un individu à l'autre en fonction de son histoire, de son parcours, etc. Donc on est vraiment dans du subjectif, donc c'est relativement compliqué d'évaluer tout ça. Alors, notre questionnaire a été en réalité a été repris d'un questionnaire qui avait été utilisé par le centre de Rouen. Le professeur Pascal Joly nous avait donné l'autorisation de l'utiliser et il a été revu et corrigé en comité de pilotage. Il nous avait paru nécessaire que tous les patients puissent s'exprimer et non pas uniquement ceux qui sont adhérents ou qui sont proches d'une association. Donc, on avait choisi comme méthodologie que ce questionnaire soit diffusé par les centres ou envoyé par courrier. Et en termes de population, on avait pris l'option que tous les patients qui avaient consulté au cours des 12 derniers mois précédents seraient contactés pour justement pouvoir remplir à ce questionnaire. Alors le détail, évidemment, une enveloppe prétimbrée avait été fournie pour la réponse, mais vous savez que c'est important. Un questionnaire sans enveloppe, on n'a pratiquement pas de chance de le récupérer. Et il faut savoir que la première mise à disposition a été faite en janvier 2019. Alors, 13 centres étaient impliqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que 11 centres ont été actifs. Alors, un centre actif, qu'est-ce que c'est? C'est un centre qui a inclus un nombre suffisant de patients pour pouvoir être analysés, au moins une dizaine de patients, et 2 centres ont été inactifs. Les 2 centres qui ont été inactifs, parmi eux, il y en a un pour lesquels nous n'avons eu aucun questionnaire, et on pense que ce centre, en réalité, n'a pas diffusé les questionnaires, et un centre pour lequel nous n'avons reçu qu'un seul questionnaire. Mais occupons-nous des 11 centres qui ont été actifs. Ils ont fait un travail, à mon avis, remarquable, puisque nous avons eu pratiquement près de 700 réponses, en réalité 685, donc 700 réponses, et ce chiffre est vraiment une performance. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, on ne fait pas de concurrence et on ne fait pas de comparaison, mais en 2016, lorsque l'Alliance Maladies Rares avait sollicité les associations de malades pour diffuser un questionnaire sur l'errance diagnostique, 22 associations avaient participé et ils avaient obtenu 844 réponses. Donc, je veux dire que le chiffre de 685, je donne ce chiffre tout simplement pour dire que 685, c'est vraiment quelque chose de significatif de la volonté des patients et de leurs familles à s'exprimer sur leur prise en charge.
Alors, qui est le répondant? Dans 75% des cas, le répondant, c'est lui-même, hein, puisqu'il répond pour lui-même. Et dans 16% des cas, il répond pour son enfant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans 22% des cas, le médecin traitant est celui qui a adressé le patient pour la première fois, le dermatologue de ville dans 23%. Pourquoi je donne ce chiffre? Tout simplement parce que vous voyez que dans 45% des cas, le patient est adressé pour la première fois au centre par un médecin de ville, qu'il soit dermatologue ou médecin traitant. D'où l'importance, et je sais que la filière a déjà fait énormément d'efforts là-dessus, d'informer et de former les dermatologues de ville et les médecins à la prise en charge et en tout cas au repérage de ces patients. Alors, 27% déclarent avoir éprouvé des difficultés à trouver les coordonnées du centre de référence ou simplement pour prendre un rendez-vous. Alors, je sais que ça peut paraître pessimiste parce que j'aurais pu, si j'étais optimiste, de dire que 73% n'avaient éprouvé aucune difficulté à trouver les coordonnées du centre ou pour prendre un rendez-vous, mais je pense que 27%, un tiers des patients qui ont eu du mal, ça veut dire qu'on doit également se préoccuper de ces patients et peut-être améliorer la visibilité. Et je sais que c'est tout le travail que fait Rebecca au niveau du site internet de la filière. Une chose intéressante, c'est qu'il y a souvent des discussions autour des délais de prise de rendez-vous et des délais de rendez-vous. Là, vous voyez, quand on interroge les patients, les 700 patients, le délai moyen de rendez-vous est de 42 jours, ce qui paraît tout à fait correct. Deux études contradictoires avaient été publiées d'une manière générale au niveau des dermatologues récemment, une par l'adresse, une par la Société française de dermatologie. Pour la première, on avait un délai moyen de 3 à 4 mois et pour la Société française de dermatologie, on tombait à peu près sur les 42 jours. Donc vous voyez, 42 jours est un chiffre qui est correct. Sachant quand même que vous le voyez dans ce tableau, on a d'énormes différences entre le centre B qui, lui, a 16 jours de délai pour un rendez-vous et le centre H qui en a pratiquement 6 fois plus, 105. Donc peut-être à améliorer également, mais c'est un résultat qui n'est pas négatif. 83% des patients déclarent avoir obtenu des explications et des documents sur la maladie et sa prise en charge qui les ont satisfaits. 92% déclarent avoir le sentiment que la prise en charge de la maladie a été conforme aux explications et aux informations qui avaient été données. Et enfin, 88% déclarent avoir été revus par les médecins du centre après la sortie de l'hôpital ou après la première consultation. Au niveau de la satisfaction, on a essayé d'évaluer la satisfaction de l'accompagnement au cours du suivi de la maladie. Vous le voyez, 91% se déclarent satisfaits. Toujours pareil, ça veut dire quand même qu'il y en a 9% qui se déclarent non satisfaits. Au niveau des éléments d'information reçus, 82% des patients ou des familles se déclarent satisfaits. Ça veut dire aussi qu'il y en a à peu près 17% qui ne le sont pas. Et au niveau des soins reçus, 84% se déclarent satisfaits. Ça veut quand même dire aussi que 16% ne l'ont pas été et on doit se préoccuper évidemment des patients qui ne sont pas satisfaits dans un but d'amélioration. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Il y avait la possibilité pour les patients de pouvoir s'exprimer au travers un verbatim. On leur avait donné la possibilité de s'exprimer et on a décidé qu'un compte-rendu de ces verbatims serait réalisé avec le soutien d'un sociologue, parce que le regard d'un sociologue nous paraît intéressant pour pouvoir analyser. Et au total, s'il est légitime que les patients et leurs familles s'expriment au sujet de certains dysfonctionnements, des fois dont ils sont victimes, force est de constater quand même que le travail effectué dans les centres est évalué de façon globalement positive par les patients eux-mêmes. Ces verbatims dont je vous parlais tout à l'heure permettront de mettre en évidence les points à améliorer. Je vous le disais tout à l'heure, la satisfaction, c'est le différentiel entre l'attente et la perception. Et bien, ces verbatims nous permettront de mieux évaluer, de mieux cerner l'attente des patients, qu'ils soient satisfaits ou qu'ils ne soient pas satisfaits. Cette évaluation permettra ainsi de mieux évaluer l'attente, et en évaluant mieux l'attente, on permettra sans doute d'améliorer le service rendu et la perception de ce service rendu. Moi, à mon avis, il serait pertinent et intéressant que cette initiative devienne récurrente et que, par exemple, tous les 2 ou 3 ans, on puisse de nouveau évaluer la satisfaction des patients. Je vous l'avais dit, je n'allais pas être très long, mais je pense vous avoir dit l'essentiel de ces résultats. Merci beaucoup, Charles. On va enchaîner de toute façon les topos pour faire une analyse après de tout ça. Et je vais laisser la parole à Marie-Claude Boiteux maintenant. Donc, Marie-Claude, ça va être à vous. Bonjour tout le monde, je suis très contente de pouvoir partager avec vous
le travail qui est fait au niveau du réseau européen de référence par ce que l'on appelle les IPAG, c'est-à-dire le groupe des représentants des patients qui travaillent au sein du réseau européen de référence ou ERN-SKIN. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes 13 représentants des patients issus de 7 pays européens. Nous sommes 4 Français et nous représentons 11 maladies différentes qui sont réparties dans les différents groupes thématiques qui composent la totalité de ERN-SKIN. Sur l'année 2019-2020, nous avons eu 2 activités principales avec un vrai travail collaboratif entre les IPAG et les professionnels de santé. Nous avons eu donc la création d'un questionnaire de satisfaction des patients qui ressemble un petit peu à ce que Charles vient de vous présenter, qui a pour but d'évaluer la satisfaction des patients, non pas au niveau des centres de référence en France, mais au niveau globalement de tous les centres membres de ERN-SKIN, avec comme priorité de s'assurer que ce questionnaire serait accessible par tous les patients dans toute l'Europe. Notre deuxième projet, objet d'un travail à long terme, qui est toujours en cours d'ailleurs, c'est la création du parcours du patient pour chacune des pathologies dermatologiques. Ce parcours de patient, c'est le témoignage du vécu direct par les patients. Il n'y a pas mieux qu'un patient pour être expert de son parcours. Et ça regroupe les besoins des patients tout au long du parcours et quelle serait, selon eux, la situation idéale à chaque étape de son parcours pour avoir la meilleure prise en charge possible. Ça a été vraiment le but final, c'est vraiment d'améliorer la prise en charge du patient. Donc, sur le questionnaire du patient, je vais aller assez vite parce que ça ressemble pas mal à ce que Charles vient de présenter. Donc, c'est la mesure du niveau de satisfaction du patient après une consultation, mais c'est aussi mesurer l'impact de chaque centre pour améliorer la qualité des soins et la performance de chaque centre, sachant que les centres au niveau européen sont réévalués tous les 5 ans et donc les résultats de la satisfaction des patients sont un élément important dans la réévaluation des centres. Donc, il comprend 26 questions qui sont réparties en 4 grands chapitres principaux, donc les informations générales, la consultation et le suivi, des questions sur l'éventuelle prescription d'un traitement et la recherche thérapeutique menée dans le centre où le patient vient de consulter, et puis une satisfaction globale, et en fin de questionnaire, un verbatim également, tout comme le questionnaire de FIMARAD. Donc, sur les 26 questions, les 19 questions de consultation et de suivi, c'est très large, ça va vraiment de la facilité à trouver le centre, question qu'on trouve aussi sur FIMARAD, mais aussi la qualité de la consultation. Est-ce que c'était une consultation pluridisciplinaire? Est-ce qu'on a offert un conseil génétique si c'était nécessaire? La qualité de l'accompagnement, les informations, mais aussi toute l'organisation du suivi. Le mode d'utilisation, d'analyse des résultats est un petit peu différent du questionnaire de FIMARAD puisque chaque question est quantifiée avec un score qui va de 0 à 3 et bien entendu une possibilité de cocher une case question non pertinente dans le cas du patient concerné. Le fait de quantifier va permettre d'avoir un score de satisfaction, le score maximum étant de
que je revienne, voilà, excusez-moi. Le score maximum étant de 92, on peut, dans la comparaison et l'évaluation des différents centres, avoir un niveau de satisfaction par rapport à chaque centre, et ça permet, au fur et à mesure des questionnaires, de voir augmenter le score chaque fois qu'un centre aura pu améliorer les points demandés par les patients. Concernant son accessibilité, le questionnaire est à l'heure actuelle traduit en 11 langues européennes. Il nous en manque quelques-unes. Il faut savoir qu'on a fait le choix très clair que la traduction ne serait pas confiée à des professionnels, mais la traduction se ferait à travers les différentes associations de patients tout autour du territoire européen, parce que les mots sont importants. C'est quelque chose qu'on a vu lors de l'établissement du questionnaire. Chaque pays peut avoir pour un même mot différentes traductions. Et sur une traduction professionnelle, on risquait de perdre vraiment le sens de la question à destination d'un patient. Donc, c'était un élément très important pour nous, que ce soit vraiment les questions posées par les patients. Il est en cours de mise en ligne sur le site de RNskin, mais il y aura également une version papier qui est téléchargeable sur le site de RNskin, parce qu'il y a des gens pour qui répondre en ligne, c'est un peu compliqué ou rébarbatif. Il y en a qui préfèrent la version papier, donc on a les deux. Il vient juste d'être diffusé, donc je ne peux pas, comme Charles, donner des résultats, mais on espère avoir une vision importante et claire de la satisfaction des patients à travers l'Europe. Notre deuxième grand projet au cours de l'année écoulée, ça a été d'établir le parcours du patient, le patient journey. Le parcours du patient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, ça doit vraiment être le témoignage qui reflète le vécu, les besoins du patient et des familles. On a réuni différents témoignages que l'on a ensuite mis en forme pour avoir vraiment une vision collective du fardeau de la maladie et des besoins des patients. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le témoignage des patients, c'est une expérience en première main, on va dire, de ce que c'est que de vivre avec une maladie rare. Donc, il a fallu tracer ce parcours, identifier, comme je vous l'ai dit, en faisant appel à nos réseaux, à nos membres d'associations, maladie rare par maladie rare. Ensuite, une fois que ce premier brouillon a été fait, il a été revu dans un travail collaboratif entre les experts par pathologie et les IPAG, et en particulier sur la présentation clinique de ce que les patients avaient remonté. Il était important d'avoir la validation par les cliniciens. Ensuite, ces informations ont été regroupées sous forme d'un graphique facile à lire, qui a un tableau et des illustrations. Ensuite, dans les prochaines étapes, une fois que la majorité des maladies rares concernées par RNskin auront leur patient journey, l'idée c'est d'avoir un parcours du patient qui regroupe vraiment les besoins communs à toutes les maladies rares de la peau, de façon à ce qu'un dermatologue et un patient puissent avoir l'idée d'un chemin de vie. Et je rejoins la présentation qu'on a eue tout à l'heure avec les MDPH. Je pense que le parcours du patient pourrait être un outil intéressant à ajouter à un dossier MDPH pour bien montrer quel peut être le parcours du patient
tout au long de sa vie avec sa maladie rare et avec chaque spécificité d'une maladie rare. Donc, nos objectifs, c'était vraiment d'avoir une implication large de la communauté des patients d'une maladie rare spécifique. Et cette collaboration pour que l'outil parcours du patient soit utile autant aux professionnels de santé qu'aux patients au cours d'une consultation, par exemple, de pouvoir, pour le professionnel de santé qui n'est peut-être pas quelqu'un très familiarisé avec la maladie, eh ben, qui puisse avoir une idée du parcours général. Et puis pour le patient, avoir une certaine forme de projection possible de son chemin tout au long de sa vie, ça peut aider parce que ça peut permettre d'anticiper les difficultés que l'on va devoir affronter et les points sur lesquels on doit vraiment focaliser son attention parce que c'est des points importants. Donc voilà à quoi ressemble le premier brouillon, je dirais, la compilation des divers témoignages avec l'étape du parcours qui va du pré-diagnostic, les symptômes, le diagnostic, voilà, à quelle époque de la vie on se trouve, quelle est la présentation clinique, l'identification des besoins du patient sur chaque étape, et puis, selon les patients, quelle serait pour eux la situation idéale pour avoir une meilleure prise en charge. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a transformé ça sous forme de graphique. Alors, je m'excuse parce que là, le tableau est en anglais. Il est en cours de traduction pour l'avoir en français. Mais donc, on reprend le premier tableau brouillon et puis on en fait cette ligne de vie avec les différentes étapes et qui regroupe les points les plus importants signalés par les patients. Et puis, on peut ensuite aller encore plus loin de graphique et je pense surtout aux consultations en pédiatrie, ou quoi de mieux qu'un dessin pour expliquer quelque chose à un enfant. Et donc, passer du verbatim à la BD, c'est important, c'est visuel, c'est ludique aussi, parce qu'on a le droit d'être ludique même dans les maladies rares, bien entendu, et bien au contraire. Donc, ça permet d'avoir une vision du parcours de vie du patient facile, rapide. Et si on prend par exemple sur les symptômes, et ben voilà, on a, comme vous voyez ici, je suis désolée, ça fait un peu petit, je ne pouvais pas mettre beaucoup plus gros, mais vous avez dans le cas du névus, non, de la cutis marmorata, il y a des atteintes rénales, il y a des atteintes vasculaires, donc ça permet tout de suite de visualiser les organes sur lesquels il faut avoir une attention particulière. Au jour d'aujourd'hui, on a 6 parcours du patient qui sont finis, mais ils ne sont pas figés parce que c'est quelque chose d'important, c'est qu'on va les améliorer, les modifier, les mettre à jour au fil du temps par d'autres témoignages, plus de témoignages, et puis en particulier dans la partie de la prise en charge, eh bien, il y a des choses qu'on pourra peut-être déplacer de situation idéale à c'est déjà réalisé, c'est en cours et ça fonctionne. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les parcours, bien entendu, ne sont pas encore faits. C'est un très gros travail, c'est un travail de longue haleine. Mais l'idée, c'est d'avoir au final un parcours du patient maladie de la peau globale et ensuite avec la déclinaison pour chaque pathologie. En fait, de remonter et d'avoir les besoins communs de toutes les maladies rares de la peau. Concernant la pathologie pour laquelle de mon association, la cutis laxa,
on a deux parcours du patient, mais déjà dans la réunion de ces deux parcours, parce qu'il y a des symptômes associés très différents dans les différentes formes de cutis laxa, mais déjà on peut voir que un des plus grands besoins des patients, c'est d'avoir une carte des experts à travers l'Europe, et je pense qu'on pourrait tout à fait avoir la même chose sur le territoire français. Un patient diagnostiqué au fin fond de l'Auvergne, j'ai rien contre l'Auvergne, c'est un coin que j'adore, mais il n'a pas forcément accès à l'expertise. Le médecin qui l'a diagnostiqué n'est pas toujours au courant qu'il y a des centres de référence. On est encore dans des questions de communication et d'information. Mais si on pouvait avoir une carte des experts cutis laxa en France et en Europe, ben ça aiderait bigrement le quotidien des patients. Voilà, je vous remercie beaucoup et je veux bien répondre à toutes les questions que vous souhaiterez. Très bien, merci beaucoup Marie-Claude. Je pense que peut-être on peut passer à la présentation de Monsieur Walsh pour regrouper les discussions après, si vous en êtes d'accord, hein, pour qu'il y ait le même temps de parole bien équilibré. On a un peu de retard, mais on le rattrapera après, vous ne faites pas de soucis sur ça. Et Monsieur Walsh, donc je vous laisse la parole là, hein, pour votre présentation et on regroupe après les discussions. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de retrouver tous les participants habituels et maintenant traditionnels de ces journées nationales FIMARAD. Ça fait déjà 5 ans et je constate que notre communauté se soude et devient de plus en plus active. Et je me permettrai de remercier Madame Bodmer qui a su former la caravane. Donc, comme traditionnellement, en fin de matinée de ces journées nationales, les associations vont s'exprimer, vont exprimer leur vécu sur la vie de la filière. J'ai 3 transparents. Voici ce que les associations ont apprécié sur la filière dans l'année qui vient de s'écouler. Vous voyez qu'on retrouve à peu près tous les domaines qui ont été évoqués depuis ce matin et qui seront encore évoqués cet après-midi. Au premier rang, naturellement, le travail entre associations, l'échange des meilleures pratiques, une cohésion qui est en train de se construire et on sent qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres, ou les unes sur les autres, s'agissant des associations. Ensuite, la communication vient tout de suite derrière, les vidéos éducatives. Bien entendu, les PNDS, les programmes ETP. Les publications sont très appréciées dans la mesure où ça permet à chaque association de se retrouver, d'arriver à exposer quelles sont ses difficultés. Le lancement des observatoires du diagnostic et du médicament dont on reparlera cet après-midi. Et puis le très gros effort qui a été fait pendant le Covid pour diffuser des informations et des recommandations, en fait, le suivi des malades de la filière FIMARAD pendant cette épidémie. Après, vous voyez que j'essaye d'être le plus précis possible. Ces transparents ont donné lieu à un travail collaboratif important entre les associations. Passons maintenant à ce que nous attendons, ce que nous espérons de l'année à venir. Il a fallu faire des choix pour synthétiser les attentes de tous. Souvenez-vous que nous sommes 21 associations. Donc les souhaits pour 2020-2021 sont très nombreux et très variés, car les associations ne sont pas toutes au même niveau. Les pathologies diffèrent par leur origine et leur gravité. Mais on peut quand même essayer de regrouper nos attentes dans certains thèmes, ce qui bien entendu n'est pas exhaustif. Vous avez entendu tout à l'heure Marie-Claude Boiteux, vous avez entendu les MDPH cet après-midi encore, mais en gros voilà ce que nous souhaitons. Continuer et accélérer si possible sur PNDS, ETP, sans oublier ETP à distance.
compléter les vidéos en ligne sur le site Fimarad qui est apprécié. MDPH, on en a parlé tout à l'heure, mais il faudrait continuer. Traitement et médicaments avec un focus à faire sur le reste à charge, bon, sur les pansements, mais il y a bien d'autres sujets sur lesquels le reste à charge est problématique pour les associations, les génodermatoses, et puis une plus grande implication dans les décisions de la filière. Ceci est régulièrement demandé par les associations, accepter que nous soyons force de proposition, mais ceci est en train petit à petit de rentrer dans les habitudes de notre filière. Pas de changement majeur, mais plutôt une accélération dans un certain nombre de domaines qui est souhaité par les associations. Les associations sont donc en ligne avec le développement de la filière et nous avons constaté avec Anne-Sophie Lapointe et Arnaud Sandrin ce matin à quel point cette filière accélère et peut-être aussi est-ce aussi quelque chose qu'il faudra prendre en considération pour que les associations puissent en tirer le meilleur parti. Je terminerai ma présentation comme chaque fois en vous disant comment les associations souhaitent être présentes au comité de pilotage Fimarad. Nous avons lancé un appel de candidature par mail aux 21 associations il y a donc plus d'un mois maintenant, 5 semaines. Nous avons reçu 9 réponses et 3 associations ont candidaté pour être au comité de pilotage 2020-2021. Vous les voyez affichés ici. Incontinentia Pigmenti France qui sera représenté par Jacques Monet. L'association française Elle d'Arié qui est représentée par Marion Poisson et l'association Pemphigus Pemphigoïde France. Ce sont donc ces 3 associations qui ont été retenues pour contribuer au travail du comité de pilotage de la filière. Je vous avais dit que je ne serais pas très long. Je suis maintenant, ainsi que les autres intervenants sur cet item, à répondre aux questions qu'éventuellement vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Monsieur Walsh. Merci à Marie-Claude et à Charles. Dans les questions qui sont venues sur le chat, il y a par rapport au questionnaire de satisfaction, Charles, s'il y a la possibilité d'avoir une évaluation plus de pourcentage de satisfaction par centre, en fait, et par maladie, par groupe de maladies. Alors, par groupe de maladies, non, parce qu'on n'avait pas posé la question sur la maladie, donc ce serait aléatoire de faire simplement l'hypothèse qu'en fonction des centres, on est sûr que… Mais bon, ça pourrait toujours se faire peut-être en discutant avec les centres. Pourquoi on n'avait pas demandé la maladie? Pour une raison toute simple, c'est que du moment où on demande la maladie dans un questionnaire, ça devient un questionnaire médical et ça nécessitait une demande de CPP. C'est compliqué, c'est comme ça en France. La protection des patients, le comité de protection des patients est assez exigeant, les règles sont assez strictes et on n'a pas la possibilité de demander la maladie d'un patient. Voilà, donc on n'a pas pu la demander. Au niveau des centres, les résultats par centre peuvent être demandés directement à chacun des centres. Voilà, ils ont été envoyés à tous les centres. Merci Charles. Pour Marie-Claude, j'ai quelques petits ajouts à donner si tu le veux bien. Oui, pas de souci. La première chose, c'est que d'abord, merci beaucoup. Pour moi, il était important que ce qui se passe au niveau de l'ERN Skin soit mentionné dans le cadre de la filière, puisqu'il y a vraiment une continuité. Je dirais que c'est les mêmes qui doivent être aussi au niveau de l'Europe, hein, les mêmes intervenants, que ce soit les soignants, les associations, puisque c'est extrêmement important pour des maladies rares d'avoir un travail collectif à plus large échelle, même qu'à niveau national. Ce questionnaire de satisfaction des patients a été une aventure, en fait, hein, qui a été commencée par Flavio Minelli, qui était représentant IPAG au groupe Ictios et qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu continuer sur ce travail-là, même s'il reste quelqu'un d'extrêmement formidable avec qui on peut travailler à distance lorsqu'il aura un petit peu plus de temps pour cela. Donc, Marie-Claude a repris ce chantier avec dans le cadre du groupe des IPAG et ça a permis d'avancer les choses, qu'on travaille très très bien et assez vite finalement.
ce qui est évidemment très bien. Alors le but n'est pas de faire du travail redondant entre le national et l'international. Hein, je me permets de le dire pour tout le monde, et en particulier aussi pour les soignants que nous sommes tous, mais aussi pour les associations, c'est-à-dire c'est d'homogénéiser les outils avec des traductions de ce qui pourrait être fait au niveau de l'international, de l'Europe en anglais, en français, autant que se peut, et dans les autres langues, bien sûr, du réseau européen. Et donc, le questionnaire de satisfaction qui va se diffuser au niveau de la filière va maintenant s'harmoniser avec le questionnaire de satisfaction de l'ERN-Skin, de manière à ce qu'il n'y ait qu'un questionnaire de posé de satisfaction et qu'il n'y en ait pas des tas différents. Il y a avec ce score qui permettra d'être extrêmement utile pour voir la modulation en fait de cette satisfaction en la traitant assez rapidement de manière chiffrée et en pouvant revenir dans le détail de chaque item du score de satisfaction. Une question qui était posée, c'est de savoir quand et quel délai de réponse est nécessaire pour ce score de satisfaction européen, qui maintenant va être celui également de la filière. Là, il y a une notion qu'il faut apporter, c'est que ce questionnaire de satisfaction dans les différentes langues, sauf quelques-unes qui manquent, comme l'a dit Marie-Claude, affiché sur le site de l'ERN-Skin, mais la question qui était posée, c'est de pouvoir utiliser possiblement les données recueillies à visée de publication potentiellement de l'évolution de ce score de satisfaction. Et là, ça demande de passer devant des CPP, des comités de protection des personnes. Et donc, il y a un questionnement qui est fait là. Alors, il y a deux possibilités. Ça ne sert pas à une publication, ce n'est pas en soi un outcome, et ce n'est pas vraiment conçu peut-être comme un outcome, c'est-à-dire un objectif principal des ERN, mais quoique, on peut se poser quand même la question. Et donc, là, la question a été posée sur cette nécessité, comment faire auprès du CPP en France, en fait, de voir un petit peu. Et puis la question qui va se poser, qui va alourdir en fait les choses, c'est que après se pose la question au niveau européen de la législation au niveau de chaque pays européen. Donc là, on va se faire aider par la cellule Europe pour les maladies rares pour essayer de simplifier ces démarches-là. Ce qui veut dire que très concrètement, dans l'attente des retours sur ces questions-là, ce questionnaire qui est en ligne n'est pas vraiment diffusé à tout le monde. Il est en ligne, vous pouvez le voir, mais dès qu'on aura le retour de ces informations-là, on pourra, le but est d'informer tous les HCP, tous les représentants IPAG, tout le monde, pour qu'ils puissent être utilisés en ligne ou par papier, comme Marie-Claude vient de le dire, avec probablement, j'espère, la possibilité de le faire dans le premier trimestre 2021 en ayant résolu ces questions administratives. Si les questions administratives prennent du temps, trop de temps, alors qu'on veut quand même avoir des évaluations annuellement, en fait, pour voir les progressions, les améliorations, eh bien, on pourra quand même l'utiliser pour avoir une idée dans notre réseau de ce qui se passe, même si la première année, ça ne fera pas objet à publication. Enfin, il va falloir qu'on discute tout ça avec les IPAC, bien entendu, mais que ça soit un outil qui puisse rapidement être utilisé à des fins de perfectionnement, d'amélioration et de perfectionnement, ce qui est la finalité de ce type de questionnaire. Donc voilà, la seule chose que je voulais rajouter. Et pour le parcours patient, il y a un parcours patient qui a été fait aussi avec des bras internationaux, donc sur les épidermolyses bulleuses, qui n'est pas strictement européen, mais des bras internationaux a fait participer à ce parcours patient, a fait son groupe de travail et qui doit être quasiment finalisé, je pense. Donc, il faudra qu'on revoie avec des bras internationaux à la possibilité, puisque des membres de l'ERN-Skin y ont participé, à ce que ça soit évidemment utilisé aussi dans l'ERN-Skin, mais le but est d'utiliser tous les outils qui se développent, quels que soient les réseaux, de les mutualiser pour que ça soit utile, évidemment, à tous les patients et qu'il n'y ait pas un travail redondant qui soit fait par une organisation par rapport à une autre. Donc, oui, juste à ce sujet, Angélique et Ingrid retravaillent la question lors de notre dernière réunion des IPAG. Ingrid a évoqué ce travail fait par des bras internationaux. Alors, la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on utilise les infos pour mettre en forme de la même manière que les autres ou est-ce qu'on l'utilise tel que, c'est à voir, c'est en cours. Très bien, c'est parfait.
Voilà. Donc, autrement, est-ce qu'il y a des questions, Rebecca? On regarde sur le chat hein, s'il y a des questions. Ah oui, des questions. Alors, dans la question qui est dite, c'est qu'il y a aussi les RGPD à observer pour les parcours des patients, hein, oui. Surtout s'il y a publication. Oui, alors justement, ça fait partie des questions que l'on a mis sur la table récemment. En fait, les parcours qui sont déjà faits, on a tous détruit complètement le matériel de base de façon à ce qu'il ne puisse y avoir aucun retour sur des infos individuelles. Et les prochains, ceux qui sont en cours d'établissement, vont devoir effectivement suivre une procédure un peu différente des premiers parcours qui ont été faits, de façon justement à correspondre aux règles du RGPD. Voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau de l'Europe également, il y a des évolutions sur les contraintes administratives qui sont données, qui au moment où un travail s'amorce, comme en France, hein, mais au moment où un travail s'amorce, peuvent se modifier, ce qui nécessite une adaptation en demandant très fort que cette adaptation qui nous est demandée de l'Europe ne soit pas un retravail à faire, bien évidemment. Et ça, le groupe des coordonnateurs des différentes ERN, avec le soutien des IPAG, est très sensibilisé au fait qu'on ne veut pas du travail redondant, on veut du travail qui avance, qui soit utile et qui soit transposable dans les différents pays. Alors pour le questionnaire de satisfaction également, ce qui sera donc aussi utile au niveau national, c'est qu'à partir de cette trame commune à toutes nos maladies rares de la peau, il y aura quelques items plus spécifiques à un groupe de maladies données. C'est une discussion qui a eu lieu avec la réunion IPAG la dernière fois. Tu veux en dire un mot, Marie-Claude? Oui, en fait, la possibilité est offerte dans chaque groupe thématique. Moi, je vais parler au niveau ERN, mais c'est tout à fait transposable à FIMARAD. Chaque groupe thématique a la possibilité d'ajouter une ou deux questions plus spécifiques sur les pathologies sur lesquelles il travaille. Ce qu'on a essayé, c'est que la base soit vraiment absolument commune à toutes les maladies. Mais dans les discussions qu'on a eues d'établissement du questionnaire, il s'est vraiment apparu que pour certaines pathologies, il fallait d'autres questions plus précises. Donc, c'est un travail aussi en cours dans chaque groupe thématique pour affiner le questionnaire en fonction des pathologies. Et donc, je pense qu'il serait vraiment bien que les associations de la filière travaillent avec Marie-Claude, c'est-à-dire au niveau des IPAG, de manière à ce que ce travail qui soit fait au niveau de l'Europe soit aussi, je dirais, validé au niveau de la filière, comme ça essaie de se valider dans tous les pays, ce qui est le but des IPAG, de valider au niveau avec toutes les associations de tous les pays des outils, une fois traduits, ce qui soient les mêmes, utilisables dans tous les pays, encore une fois, dans le souci de pouvoir comparer, travailler tous ensemble et pas de faire de la redondance par rapport à ce qui s'est fait au niveau d'un réseau par rapport à un autre. Voilà. Alors, en fait, là, je vais clairement faire un appel aux associations avec lesquelles jusqu'à aujourd'hui j'ai eu le moins de contact, parce que celles qui sont actives au niveau des IPAG sont à peu près les mêmes que celles qui sont actives au niveau de FIMARAD. Donc, il nous manque absolument le retour d'un certain nombre d'associations pour lesquelles on n'a jamais eu de remontée d'informations. Si je prends Pemphigus, Pemphigoïde, il y a un représentant à FIMARAD, mais il y a aussi un représentant dans les IPAG, donc on a les remontées voilà, ce qui concerne Pemphigus, Pemphigoïde, on l'a. Et par contre, il y a beaucoup d'associations qui sont présentes dans FIMARAD, mais avec qui on n'a jamais travaillé. Je reprends la dernière diapo de Jacques.
21 associations d'Amphimarade. Il n'y en a que 9 qui ont répondu à l'appel à candidature pour être au COPIL ou pour être plus actifs. Donc, si ces associations ne viennent pas vers nous, ben, on ne pourra pas faire état de leur demande. Je trouve ça dommage. Alors, je pense que je partage complètement. Je pense qu'aussi, il y a petit à petit une appropriation des réseaux et de leur fonctionnement, et surtout qu'il y a besoin d'une amélioration des fonctionnements, et que, comme l'a très bien dit Monsieur Walsh, l'assaut se prend petit à petit, mais bien avec dynamisme là, et il faut continuer sur cette lancée-là. Tout à fait. C'est pour ça que j'en profite pour faire appel et leur dire, ben, n'hésitez pas à prendre contact et à ce qu'on travaille ensemble. Voilà, c'est important. Alors, pour terminer cette séance, avant que les groupes de travail commencent avec déjeuner, peut-être pendant le temps du groupe de travail, compte tenu du timing, mais je pense que c'était important que dans la matinée, il y ait le temps de parole nécessaire des intervenants qui ont eu la gentillesse de venir, et puis des questions posées. Je voudrais 2 choses. La première, remercier les associations qui ont fait partie du COPIL cette dernière année, cette année 2020, qui a été une année un petit peu compliquée, c'est-à-dire Angélique Sauvès pour des brins, Anneau 12 pour les ichthyoses et Shafika pour les dysplasies ectodermiques, et Jacques Walsh qui a été toujours très présent pour une espèce de continuité dans le travail qui permet toujours une bonne chose pour avancer dans les projets. Je remercie beaucoup ces associations. C'est une année qui n'a été pas facile du tout pour personne, qui a été donc source certainement pour tous de frustration dans ce qu'on aimerait faire, dans ce qu'on n'arrivait pas à faire, dans ce qui n'était pas fait, dans les réunions qui ne pouvaient pas avoir lieu. Mais les choses ont très bien avancé, et au niveau des associations, au niveau du travail, il y a des bases solides. Une réflexion aussi qui a pu se faire pour une réorganisation qui sera sans doute plus efficace, et on peut espérer que l'année 2021 n'aura pas au niveau sanitaire l'impact désastreux qu'il y a eu pour nous tous sur l'année 2020, hein, en sachant combien tout ça a été compliqué à tous les niveaux. Je remercie ces associations. Les associations, les représentants au niveau du COPIL se renouvellent tous les ans normalement, avec possibilité de se représenter. Je dis bienvenue nouveaux représentants des associations, et bien entendu les représentants au COPIL des associations n'excluent pas, comme c'est le cas pour les représentants des centres de référence, le travail et la porte ouverte pour tous les autres, mais il faut toujours bien qu'il y ait des groupes, des comités qui puissent être les relais par rapport à la diffusion des informations à tous. En tous les cas, tout ce qui a pu être remonté, en tous les cas, a été, je pense, pris en considération pour continuer à avancer tous ensemble. Je pense entendu par vous-même tous et entendu par nous. Enfin, tout le monde a pu communiquer, et je pense qu'on est sur des très bonnes bases de travail.